apprendre un petit peu les paroles de nos maîtres de la Gemara. Et ce soir, on va continuer, Bezrat Hashem, l'étude de Baba Metzia, une étude qui est captivante, une étude qui nous donne l'envie. Chaque fois qu'on étudie, on a envie d'étudier encore. Dommage, ça s'arrête. 1 heure, c'est trop peu. Il aurait fallu encore des heures, mais bon, malheureusement, on ne peut pas tout faire, mais en tout cas, notre ultime but, c'est d'étudier Ve'agitabo Yoman Balayla. 24 heures sur 24. Bon, on ne peut pas parce qu'il faut quand même faire la tfila et un peu manger. 20 heures sur 24. Okay. Avec 4 heures, ça suffit largement pour s'occuper de tout ce qui... 2 heures pour dormir, comme il faisait le Rav Yosef, le Rav Chaim Kenevsky, le Rav Steinman. 2 heures, ça suffit. Et 2 heures pour tfila, manger, un kwasrout et c'est bon. Et après 20 heures, étudier la Torah, c'est mamash. C'est ça le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden? Qu'est-ce qu'on va faire au Gan Eden? Qu'est-ce qu'on va faire? Le film. Il y a combien de films? On peut pas voir tellement de films. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer, Baba Mitzia, Baba Kama, Baba Batra. C'est un kiff. Allez, on y va. Alors, maintenant, aujourd'hui, ça va être très très intéressant. Déjà, on est dans le blé, là. On est en plein dans le blé. Et on va tout de suite amener des anecdotes, des chachamim, et voir un petit peu, parce que là, on va arriver avec l'aide Hachem, ici, la fin du cours, à la fin de la Mishnah. Et donc, la fin de la Mishnah, toujours, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe? On essaye de résumer un petit peu tout ce qu'on a appris pendant tous ces dapim de Gemara. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On raconte des anecdotes, parce qu'on va dire, les anecdotes, ça veut dire comment eux, les grands maîtres de la Torah, comment eux, ils agissaient. C'est ça qui nous intéresse. On a vu qu'il y a une marloquette, il y a ça, mais comment on fait en fin de compte? Bon, après, on a vu toutes les idées, on a analysé la problématique, on a fait des forums, on a fait des travaux pratiques, tout. Maintenant, comment on vit dans la vie pratique? Comment ça se passait? Comment ça se passait dans la vie pratique? Les gens, lorsqu'ils trouvaient quelque chose dans la rue, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? C'est intéressant de savoir. C'est intéressant de savoir un peu la vie des grands maîtres de la Torah. Et bien voilà, écoutez maintenant, alors ça va être plusieurs petites histoires, anecdotes qui se sont passées, et on va, Bezrat Hashem, apprendre beaucoup de belles choses ce soir avec l'aide d'Hachem. Allez, Rav Yehuda. Rav Yehuda, je n'ai pas besoin de vous le présenter, c'était un des grands maîtres de la Gemara. Ses maîtres s'appellent un Rav, le second Shmuel, ses élèves s'appellent un Abaye, le deuxième Rava. Donc vraiment, Rav Yehuda, c'était vraiment pas Rabbi Yehuda, c'est pas l'auteur de la Mishnah, ça c'est un Tana, ça c'est un Amora. Donc Rav Yehuda, lui, il était donc l'élève, le disciple de Rav et Shmuel. C'est ces deux grands maîtres, Rav d'un côté et Shmuel de l'autre. Et un jour, Rav Yehuda hava shakil ve'azil batre demar Shmuel. Il était en train de marcher derrière son maître Shmuel. Ben, évidemment, vous avez demandé pourquoi il marche derrière, pourquoi il marche à ses côtés. Parce qu'un élève, il n'a pas le droit de marcher aux côtés du maître. Il doit toujours marcher un pas derrière. Pas derrière, pas 3 kilomètres. Il doit toujours marcher un pas derrière son maître. Il ne peut pas se mettre au même niveau que son maître. Parce que le maître, c'est le maître, et l'élève, c'est l'élève. Il ne faut pas changer la hiérarchie. Donc, on veut accompagner le Rav, ok, mais jamais au même niveau. Toujours un pas, un demi-pas en arrière. Un demi-pas. Bien, quand on voit une personne, on dit, ah, ça c'est le Rav, c'est l'élève, etc. On voit bien la hiérarchie qu'il y a entre l'élève et le maître. Et donc, voilà que notre Rav Yehuda marchait derrière son maître Shmuel, Beshuka Debe Daïsa. Alors, rappelez-vous qu'à l'époque de la Gemara, qu'est-ce qui se passait? Il y avait comme aujourd'hui un petit peu, il y avait des rues où on vendait le blé, il y avait des rues où on vendait tel et tel produit, etc. Comme aujourd'hui un petit peu, comme aujourd'hui il y a des rues où on vend des habits, des chaussures, etc. À l'époque aussi, c'était comme ça des marchés où on vendait tous les marchands, c'était tous des marchands de blé. Alors on choisissait parmi tous les marchands, le marchand qui est le plus intéressant, d'après son blé, d'après le prix, d'après la qualité, etc., etc. Donc lui, il marchait, c'est-à-dire qu'il allait donc marcher derrière son maître dans le chouka des bébés Daïsa. Daïsa en hébreu aujourd'hui, si vous avez un petit bébé et vous voulez lui faire un biberon avec
avec de la farine, on dit tu fais un biberon daïsa. En hébreu moderne, la daïsa, c'est-à-dire un biberon avec de la farine, et pour que le bébé puisse, c'est simplement, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller au Ulpan, parce qu'ici on apprend et en même temps la Gemara et en même temps le Ulpan. Si vous faites un Aliyah, vous restez avec moi un an, vous allez apprendre et l'hébreu et la Gemara, vous allez gagner deux choses en même temps. Ok, donc la daïsa. Qu'est-ce qui s'est passé? À Marley, alors en marchant, évidemment l'élève, lorsqu'il a son maître à côté de lui, il va profiter le max. Comment profiter le max? Il va essayer de poser toutes les problématiques qui peuvent se concrétiser, qui peuvent arriver dans ce cas-là. Alors il marche devant un marché, il dit mais Rav, si là je trouve maintenant une bourse d'argent, ici, il n'a pas trouvé, mais il se demandait, quel aurait été le din? Quel aurait été le din d'une personne qui se trouve dans un marché où il y a énormément de gens? Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, il y a des passants, il y a toutes sortes de personnes qui sont là-bas. Et voilà, et moi je passe et je trouve là-bas une bourse d'argent. Évidemment, c'est sûr et certain que ça appartient soit à un vendeur qui avait sa bourse d'argent, il a fait tomber, il a fait tomber, ou bien un acheteur qui a fait tomber lorsqu'il voulait l'acheter. Quelle est la halakha de celui qui a trouvé ici, en plein milieu du marché, une bourse d'argent? En prenant les mots, il faut apprendre bien les mots, il faut bien comprendre les mots. À Marley, bien que les dessins ils sont tellement parlants qu'on n'a même plus besoin de mots, on dit, voilà, c'est tellement parlant, c'est la BD, vous savez, c'est la BD, le mardi c'est BD. À Marley, Matsakan Arnaki, quelqu'un qui a trouvé une bourse. Arnaki, c'est une bourse. On est bon moderne, on ne dit pas comme ça. Oui, on dit arnaque, pas arnaki. Alors, on enlève le yud, parce que arnaki, c'est en hébreu talmudique, et arnaque, c'est la même chose, mais sans le yud. Donc, on dit l'arnaque, c'est le portefeuille. Maou, quel est le din? Amarle, Ariushelo. Ben, ça appartient à qui? Ben, ça appartient à toi. Tu as trouvé une bourse d'argent, comme vous voyez, bon, il n'y a aucun signe distinctif. Il n'y a rien, et donc l'argent, on a déjà dit que l'argent, elle n'a pas d'odeur. Non, elle a de l'odeur, mais je veux dire, il n'y a pas de siman, des pièces d'argent, ça ne veut rien dire. Donc, Ariushelo. Alors, il dit, oui, Ariushelo, mais si Ba Israël, Venatan Ba Siman, parce que n'oublions pas que nous sommes en Babylonie. En Babylonie, les gens qui sont dans ce marché-là, bon, il y a des juifs, mais la plupart des gens, c'est qui? Des non-juifs, n'est-ce pas? D'accord? C'est des non-juifs qui sont là-bas, c'est pas des juifs. Oh, il y a toujours un marchand, bon, à part après que tous les médecins c'est des juifs, mais à part ça, je veux dire, dans un marché, il y a des juifs, il y a pas des juifs, il y a toutes sortes de choses. Donc, si maintenant, il y a un Israël qui vient et dit, hey, tu sais, le portefeuille que tu as trouvé, la bourse d'argent que tu as trouvée, c'est la mienne. Et la preuve, regarde bien, il y a un petit trou là-bas, il y a des initiales, il y a ceci, cela. Est-ce qu'il doit lui rendre ou ne doit pas lui rendre? N'oublions pas que normalement, la personne qui les a perdus, donc celui qui vient maintenant réclamer son portefeuille, il a perdu dans un endroit où il y avait le rov des goïms. Rappelez-vous ce qu'on a appris la semaine dernière, qu'on a appris il y a 2 semaines, que lorsque il y a le rov des goïms, eh ben c'est à moi. Pourquoi? Parce que la personne qui a fait tomber son portefeuille, il se dit, mais qui va le trouver? Ben c'est quelqu'un qui ne fait pas la Torah. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va trouver ce portefeuille? Il va se mettre dans la poche. Et donc, moi, j'ai aucune chance de le retrouver. Donc, quand il y a le rov goïm, donc il n'y a plus de mitzvah, de shataveda. Donc, si maintenant quelqu'un il vient et dit, j'ai trouvé, je peux te prouver que c'est mon portefeuille, quel est le halakha? Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On aurait dû dire quoi? Rends-le. Hein? Non, pourquoi rends-le? Mais non, mais parce que mais il a fait Yush. Puisqu'il a fait tomber dans un endroit où il y avait des goïms. C'est pourquoi il demande alors. S'il fait Yush, il ne faut pas le demander. Lui, il a fait Yush. Et après, il a vu qu'il y a quelqu'un, il a marqué un petit mot. Il a dit, ah oui, c'est à moi. Mais ça sert à rien. Même si tu as fait Yush, même après tu viens réclamer, ça sert à rien, on a déjà vu ça. Que dans un endroit où il y a le Rov Goïm, même si le Rov des Goïm, même si toi, tu arrives à reconnaître ton objet, ben non, tant pis. Tu as eu un moment où tu t'es découragé, tac, ça y est, hop, c'est plus à toi. Donc si c'est plus à moi, même si après j'arrive à prouver que c'était le mien, oui, c'était le tien,
mais ce n'est plus le tien. Donc, donc quelle est la halakha? Amarleo, Khav Larzir. Il a dit, ben, t'es obligé de le rendre. Il a dit, mais je comprends pas. Il dit, Rav, je comprends pas ce que vous dites. Mais Tarté, comment ça peut exister ces choses-là? Tu dis que tu peux le garder. Mais si quelqu'un il vient, hein, il te prouve que c'est le sien, tu le rends. Mais non, tu peux pas le garder. Tu dois le publier. Tu n'as pas le droit de le garder, parce que si vraiment tu dois le rendre, ça veut dire que tu ne peux pas le garder. Donc comment on peut dire à quelqu'un, garde-le, prends-le, utilise l'argent. Et si jamais il y a un jour quelqu'un qui vient et te dit c'était le sien, alors tu lui rends. Non, si tu me dis que je le garde, parce que n'oublions pas que quelque chose que tu n'as pas le droit d'utiliser, tu dois le garder jusqu'à Eliaonavi. Donc si la question on a dit deux choses qui sont contradictoires. On te dit tu peux l'utiliser, mais si quelqu'un il vient et il te le prouve que c'est le sien, tu le rends. Non, t'as fait you, je te rends pas. Tarté, ça vient du mot, en araméen, ça veut dire les deux choses. Réponse, amarle, lifnim, mishurat, adin. Et tu as raison. En vérité, et là c'est très très beau là, c'est pour ça que je vous dis que c'est très beau cette Gemara, parce qu'en réalité, halakhiquement parlant, quelqu'un qui a fait youch, tu dois plus le rendre. T'as fait youch. Je ne sais pas pourquoi tu vas le rendre. Ça y est, je me suis découragé, j'ai désespéré de retrouver mon portefeuille. Ça y est, c'est plus à toi. Mais ça, c'est la halakha. Et celui qui fait la halakha, on ne peut pas dire qu'il est dans l'erreur. Mais, par contre, il y a ce qu'on appelle quelque chose d'aller au-delà de la halakha. Je veux pas être un tzaddik. Je veux être un chassid. Chassid, c'est celui qui fait au-delà de la halakha. Celui qui fait au-delà de la halakha, lui on l'appelle le chassid. Et donc, si c'est celui qui fait ça, c'est-à-dire, moi je ne suis pas obligé, mais si tu le donnes, tu feras une superbe mitzvah. Tu vas aller au-delà de la halakha. Et c'est ce que Dieu demande à chaque juif. Le Dieu, il dit comme ça. Hachem, il dit comme ça. Hachem dit la chose suivante. Vous savez quoi? Je vous donne, moi, des règles, des mitzvot pour tout un chacun. Tout un chacun, je vous donne des mitzvot. Vous devez faire tous ces mitzvot-là. Et ça, aucune personne peut faire abstraction, une parenthèse sur une mitzvah. T'es obligé. Mais, je ne vous demande pas d'aller au-delà. Mais celui qui m'aime, il va aller au-delà. Celui qui aime Hachem, il va chercher à faire les mitzvot encore plus dans la perfection. Et donc, voilà ce que Hachem dit. Tu sais, si tu as trouvé un portefeuille à Neuilly, tu peux le garder. Parce qu'il y a le rov d'égoïm. Mais si après quelqu'un il vient te dire c'était le mien, rends-le. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux le garder. Mais si tu le rends, tu as fait exactement ce que Hachem attend de toi. Hachem ne m'a pas demandé de faire ça. Mais si tu le fais, ça veut dire que c'est une marque d'amour. C'est une marque de manière de montrer que combien tu aimes la Torah. Et c'est ce que Hachem il veut qu'on fasse. Hachem, comme c'est écrit dans la Torah, va cita Atov vayachar be'ene Elokim. Pas simplement ce qui est yachar, même le tov tu dois faire. Mais Shmuel, il répond bien à Rav Yehuda, chayav, c'est une obligation. Tu avais dit Amarle chayav larzir. Très bonne question. Et qu'est-ce qu'il répond? L'ifnim joradin. Ça veut dire c'est très beau ce que tu dis. Ça veut dire que on comprend d'ici que d'aller l'ifnim mishratadin, c'est aussi une halakha. Ça veut dire c'est pas tu veux pas, etc. Ça veut dire si tu veux aller dans cette madriga, t'es chayav. Si tu vis, tu veux toi dans ta vie, tu veux toujours faire les mitzvot de la manière la plus sublime, la plus belle, la plus merveilleuse, la plus fantastique, alors t'es chayav de faire ça. C'est pas tu veux pas, aujourd'hui je veux pas. Si vous voulez, c'est à deux niveaux, à deux vitesses. Il y a ce que tout le monde est obligé, il y a ceux qui sont les proches d'Hachem. Les proches d'Hachem, eux, ils se mettent des obligations encore plus grandes. C'est comme vous dites dans un gouvernement, il y a les ministres. Alors les ministres doivent avoir une attitude beaucoup plus, on va dire, plus raffinée vis-à-vis du président que n'importe quel citoyen. Alors les citoyens, ils doivent faire tout ça. Alors ceux qui veulent être des ministres, ceux qui veulent s'approcher de vers Hachem, alors ils font encore plus de choses.
Alors, quand on dit alors qu'il faut rien retrancher ni rien rajouter, on fait allusion à quoi? Ah, ça c'est dans le Maasa Mitzvah. C'est Hachem, il nous dit de prendre 4 titiotes, tu peux pas rajouter 5. Si Hachem nous dit de prendre... Ça pourrait découler de ma volonté de faire plus. Oui, mais faire plus, c'est déformer la mitzvah. Parce que la mitzvah, elle est 4, si tu fais 5, c'est déformé. Oui, parce que, très bien de question, la réponse est toujours comme ça. Quand c'est Ben Adam, Lamakom, lorsque tu comptes les mitzvot qui sont entre toi et l'Éternel, ça, tu dois rien rajouter. Mais lorsque c'est des problèmes entre toi et ton ami, là, tu peux ajouter. Mais on te dit, tu sais, tu ne dois pas d'argent dans lui. Non, lui, c'est pas grave, tu lui donnes. Donc c'est ça. Quand est-ce qu'on dit Lifnim Mishurat Adin, c'est seulement pour les mitzvot qui sont Ben Adam, les Chavero. Mais lorsque les mitzvot qui sont Ben Adam, la Makom, t'en peux pas ajouter. Donc je veux mettre 5 tefilines dans ma tête. Tu veux pas, comment 5 tefilines, ça marche pas. Attends, une filine déjà. Tu veux 5 déjà, d'abord mets-en un après, on va discuter après. On va rajouter le temps de Shabbat, par exemple. On fait rentrer Shabbat un peu plus tôt, on fait sortir un peu plus tard. C'est pas cette... Non, ça c'est écrit dans la Torah. On apprend dans la Torah ça. C'est Tosefet Shabbat, c'est Mina Torah. La Torah elle dit qu'il faut faire rentrer le Shabbat plus tôt. Parce que dans la Torah il y a écrit Bacharish ou Bakatzir Tishbot. Ça veut dire on apprend de là qu'on doit rentrer le Shabbat plus tôt. C'est écrit dans la Torah qu'il faut faire ça. C'est Misa Mina Torah. Excusez-moi, on dit pas Israël, donc ce serait là on doit lui rendre, d'accord? Il est venu me faire Celui-là qui est venu Ba Israël, ouais. Et si c'est un goy qui vient? Hein? Et si c'est un goy qui vient? Ah, si c'est un goy qui vient. Là, il dit j'ai trouvé, est-ce que j'ai perdu ma bourse, je te donne un signe et... Si pour faire Kiddush Hashem, tu dois le rendre. On doit lui rendre aussi. Pour Kiddush Hashem. Pour faire Kiddush Hashem, tu dois le rendre. Donc, il y a pas Mais de s'il n'y a pas de différence. Kiddush Hashem, tu n'es pas obligé. Parce que là il dit pas Israël, donc il n'y a pas de différence. Oui, non, il y a une différence. Que Ba Israël, tu es obligé, Mishurat Adin, il fait Mishurat Adin. Ba Goy, ça dépend. Si c'est Kiddush Hashem, tu lui rends. Si c'est pas Kiddush Hashem, pas le rendre. C'est-à-dire Kiddush Hashem, ça veut dire, si après ils vont dire, ouais, c'est juif, regarde, ils sont pas normaux, ils font pas bien, ah, ça c'est Kiddush Hashem, donc tu es obligé de le rendre. Mais si ça va pas arriver à un tas de choses, tu n'es pas obligé de le rendre. Tu n'es pas obligé de le rendre ni d'après la halakha, ni d'après Mishurat Adin. Ok, maintenant, encore un autre cas. Et la preuve, d'où est-ce qu'on voit qu'un homme doit se conduire envers son ami, même si, on va dire, bon, si je ne suis pas obligé, mais moi je veux être quitte encore plus envers Hachem. Comment on voit ça? La preuve, c'est que, parce que Shmuel, il a dit ça à Shmuel, il lui a dit ça, mais d'où Shmuel il a pris ça? Il a pris ça de son père. Il a pris de son père. Shmuel, il a pris de son père. Qu'est-ce qu'il faisait son père? Qui a d'avoua des Shmuel. Parce que le père de Shmuel, une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Ashkar. Il a trouvé un Achamre, il a trouvé des ânes, des Midbera, dans le désert. Bon, la photo, c'est pas vraiment du désert. Hein. En réalité, il n'y a pas beaucoup de désert là-bas. Mais bon, c'est un oasis. C'est un oasis, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vadrinéou les Marayo. Et il a quand même rendu les bâtards Trissar Yacheshata. Alors qu'il y a eu déjà 12 mois, ils avaient gardé chez lui la maison. Mais attends, c'est qui les a perdus, ces ânes-là? C'est qui les a perdus? C'est sûr que c'est un goy, c'est pas un juif. Parce que le rov, c'est des goyim. Donc c'est sûr, alors prends-les. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Shmuel, le père de Shmuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a gardés chez lui à la maison pendant 12 mois. Il s'est dit, et peut-être un juif va venir. Attends, mais c'est à toi, prends-le. Il dit, non, moi je peux pas. Je veux être lifné Mishurat Adin. Je veux pas apprendre quelque chose que peut-être un jour quelqu'un il va venir, il va me le réclamer. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il les a gardés pendant 12 mois à la maison, et au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé? Venu une personne, dit, ah, c'est mes ânes, la preuve, regarde, il y en a 2 blancs et un noir. Ah, 2 blancs et un noir, non mais c'est pas que ça marche pas, c'est pas un siman ça. Hein. Non, parce qu'il faut donner un siman. Parce que celui qui dit, ouais, bon, mes ânes, ils sont noirs, ils sont blancs, c'est la couleur, ça veut rien dire. Il faut donner un siman dans l'animal. Donc, c'est dit. Il faut vraiment connaître, il faut bien connaître son animal. Parce que moi, je ne reconnais pas les vaches. Hein. Vous reconnaissez les vaches? Quand vous voyez 2 vaches, vous savez les reconnaître. Ok. Voilà, donc le Shmuel, il a fait exactement comme son père. Voilà ce qu'il faut faire, donc il faut faire comme ses parents. Bravo, allez, on continue. Un autre cas. Encore une manière d'agir de nos maîtres. Cette fois-ci,
on est maintenant dans les élèves de Rav Yehuda. Parce qu'on parlait de Rav Yehuda qui était élève, il a demandé à son maître Shmuel. Maintenant, on est dans un autre cas. On est lorsque l'élève de Rav Yehuda, il va demander à son maître. Pas Rav Yehuda, mais l'autre maître, Rav Nachman. C'était les contemporains. Rava, très connu, Rava, tout le monde le connaît, avait Shakil Vazil Batre de Rav Nachman. Lui aussi, il marchait derrière Rav Nachman, son maître, Beshuka de Galdae, dans le marché des tanneurs. Rava, c'était un marché de tanneurs. C'était plus ils vendaient pas du blé, mais c'était des marchés de tanneurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gamrele, et certains disaient, c'était Beshuka de Rabanan. C'était un endroit où il y avait, où les vendeurs, pas les vendeurs, pas les vendeurs, pas les acheteurs. Les vendeurs, c'était des sages. Ils avaient ouvert comme ça des boutiques et ils vendaient pour avoir de la parnassa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la même question, il y a demandé la question, on dit, Rav Nachman, dis-moi, mon maître, dis-moi, et si on trouve ici un portefeuille, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il faut le rendre? C'est des Rov Goïm, hein? Il y a Rov Goïm. Mais les sages, c'est des juifs. Oui, c'était les vendeurs des juifs, mais il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Parce que s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, je vous conseille de déménager. Parce que si dans votre rue, il n'y a que des vendeurs, il n'y a pas d'acheteurs, changez de boutique, parce que là, vous allez faire faillite. Alors, Matsakan Arnaki, Mao. Il a dit, dis-moi, qu'elle est la race si jamais on trouve ici un portefeuille? À Marley, une bourse d'argent. À Marley, rien au chelo. Rav Goïm, tu peux le prendre. Alors, il lui a posé la même question que Rabbi a dit. Attends, et si jamais, Israël, Nathan Bossiman, maintenant il y a un juif qui vient et qui dit, mais c'est le mien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois le rendre ou pas? Il dit, ouais, mais c'est le mien, la preuve, regarde, il y a écrit là-bas, j'ai un siman. À Marley, à Réouchelo, garde-le. Lui, il ne fait pas l'ifnim Mishwatadin. Moi, je te dis la halakha. La halakha, tu peux le garder, garde-le. C'est où? L'ifnim Mishwatadin, c'est pas pour moi. Nous, on n'est pas un madriga de faire Mishwatadin. Celui qui veut, il peut le faire. Mais moi, je ne préconise pas aux gens de dire l'ifnim Mishwatadin. Donc moi, je dis que la halakha stricte. Donc la halakha est, tu le gardes. Puisque tu as trouvé dans un endroit où il y a le Rov des Goyim, c'est à toi. Et même si quelqu'un vient après et le réclame en prouvant que c'était bien à lui, malgré tout, tu le gardes. Alors, Rava lui dit, ok, on est dans la halakha, on n'est plus dans le lifnim shortadin, on est dans la halakha, c'est à toi. Alors il dit, allô, je comprends pas. Imaginez-vous un peu la scène. Le personne, il dit, il a trouvé un portefeuille, il y avait quelques milliers d'euros, et le bonhomme, il tape à la porte, il dit, mais c'est mon portefeuille. Il dit, écoute, Rav Nachman, il m'a dit, c'est à moi, je ne le rends pas. Je dis, mais attends, mais c'est à moi, je les ai gagnés à la sueur de mon franc, c'est des milliers d'euros, j'ai besoin pour marier ma fille. Aréouchelo, c'est à toi et je ne te rends pas. Et qu'est-ce qu'il fait le bonhomme là? Il commence à faire un scandale. Il va faire un scandale, mais je ne comprends pas, c'était un voleur. Je te dis que c'est le mien. Je te prouve que c'est le mien. Regarde, il y a mon initial, il y a mon numéro de téléphone, il y a ma carte bleue, il y a il y a tout dedans. Il y a tout. Alors il dit il crie, répond Rav Nachman, il ne sait pas, il a dit non, Chami. Naase, cela ressemble à quelqu'un qui est en train de crier, en train d'hurler, en train de se rebeller sur son sort. C'est quoi? Albeto Genafal. Lorsque quelqu'un il voit sa maison qui s'effondre, il commence à crier. Oui, mais ça ne sert à rien de crier, mon cher ami. Ta maison, elle s'est effondrée. En criant, tu ne vas pas ranger ta maison. Ou bien quelqu'un, Sfinato Shetava Bayam. Ou bien quelqu'un, un bateau qui a sombré dans l'eau, en mer. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crier, mais en criant, ça ne va pas arranger les choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu as fait Yush, halachiquement parlant, ce n'est plus à toi. Et même si tu cries, même si tu fais des vocalises, tu as les tons, les décibels, le max, ça marche pas. Tu peux crier, l'halakha, ce n'est pas à toi. Dis, finalement, si j'ai envie de le rendre, je le rends. Mais c'est pas obligé. Parce qu'il faut bien distinguer entre l'halakha et ce que on demande à quelqu'un de faire
faire un geste, faire un élan de cœur. D'accord? Donc, la halakha, c'est la halakha, c'est ça la halakha. Même si tu cries, ça sert à rien. Voilà. Rahman et Shmuel, ils étaient contemporains, ils étaient... Qui ça? Rahman et Shmuel, ils étaient de la même époque. Ah non, Non. non. Non, Shmuel, non. Lui, il était. Rav Nachman, il était contemporain à Rav Yehuda. Donc, Shmuel aurait pu être le Rav de Rav Nachman. D'accord? Donc, on a vu ici les deux facettes. On a vu la facette de de montrer à des gens qui veulent faire l'ifnu shotadin. Mais on a vu une facette qui est la halakha stricte. Tu n'es pas obligé de le rendre. Même si crie, tu ne le rends pas. Il ne faut pas être attendri par les cris. Tu n'es pas obligé. Si tu veux, bechavod. Donc on a bien compris. Donc on peut être d'un côté, on peut dire c'est à moi, et après je décide de lui rendre. Mais c'est pas parce que tu as crié que ça te revient. Parce que la halakha dit que c'est pas à toi. Maintenant, si moi je veux avoir un élan vers Hachem et je veux te le rendre, bechavod, ça fait une grande mitzvah. Mais on ne peut pas obliger. Mais c'est considéré comme un don à ce moment-là. Un peu comme l'étreuve. Quand on donne l'étreuve Ouais. à quelqu'un, on lui donne. Et après on le reprend, mais on ne le rend pas. L'autre lui redonne. Ah, est-ce que c'est un don ou bien c'est une restitution? Puisqu'il a fait un transfert de propriété, puisqu'il a fait Youch. Oui, parce que si ça fait youch, c'est fini, c'est un don. Hein. Alors, c'est un don. C'est un don. Mais Hachem dit, comme lui, il a fait ça par désespoir, alors toi, juif, et la considération du désespoir des autres pour avoir être galant et lui rendre. Mais c'est vrai que c'est un don. Et d'ailleurs, halakhiquement parlant, on a même le droit de considérer ça comme le maaser. Bah oui, parce que comme j'ai pas l'obligé de le rendre, donc voilà, j'ai 5000 euros. Donc 5000 euros, ça veut dire que le mois prochain, je donne pas de maaser. Si je gagne 50 000 euros. Ou alors on lui vend à moitié prix, c'est déjà bien, il a gagné à moitié prix. Tu vas vendre 5000 euros à 2500 euros, je crois pas que tu vas faire des bonnes affaires. Non, ça veut dire quoi? Non. Je le rends, mais je lui vends à moitié, comme ça, lui il a gagné 2005, moi j'ai gagné 2005, et voilà. Non, on peut pas ou tu fais la mitzvah ou tu fais pas la mitzvah. C'est-à-dire, ou si tu fais la mitzvah, tu l'as fait. Si tu n'as pas commencé à faire du business sur les mitzvot, non. Bon, je fais schéma Israël demain matin, mais à condition 20 euros, 25 euros. Non, fais, tu veux pas faire, ne fais pas, tant pis pour toi. Mais... Allez, un autre cas, Rabotai. On regarde un autre cas, troisième cas. On voit un peu tous les aspects de ce que faisaient nos maîtres. Donc voilà. Aou, alors écoutez bien, c'est très intéressant, c'est un cas vraiment, un cas exceptionnel. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Aou, Dayo, rappelez-vous dans la Torah, on le lit deux fois, il y a un oiseau, un vautour plutôt, ouais c'est un vautour mais c'est un oiseau, qui est appelé dans la Torah Daya. Et en araméen c'est Dayo, pas Daya, c'est Dayo. En hébreu c'est Dalet Yud He, et en araméen c'est Dalet Yud Vav. Donc c'est quoi un vautour, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous savez que les vautours, ils adorent la viande. Et il se trouvait à Udayo, des Shakil Bisra Beshuka. Il y avait un marché de viande. Et lorsqu'il y avait comme ça un vautour qui est arrivé, qui a plongé sur un stand où il y avait de la viande, il a chippé entre ses griffes, il a pris un morceau de viande. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est enfui. Et où il a déposé Veshadie Betsanaita Debe Bar Marion. Il a déposé en haut d'un palmier de monsieur Bar Marion. Bar Marion, c'est comme vous dites un homme très connu à l'époque de la Gemara. On parle beaucoup de lui, ce monsieur Bar Marion. Je ne sais pas pourquoi il a eu tellement de mérite, mais en tout cas, on parle de lui beaucoup dans la Gemara. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc un oiseau est venu, un vautour est venu. Il a pris un morceau de viande, il a déposé en haut d'un palmier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la Gemara a dit, Bar Marion, il dit, attends, ici, j'ai un problème. J'ai deux problèmes. À qui appartient ce morceau de viande? Deuxièmement, est-ce que j'ai le droit de le manger? Parce que j'ai deux problèmes. D'abord,
Peut-être j'ai le droit de le vendre, parce que même de la viande pas cachère, j'ai le droit de la vendre. Si dans ce cas-là où je l'ai trouvé en haut d'un arbre, je peux la revendre. Mais j'ai deux problèmes. Premièrement, est-ce que c'est à moi ou c'est pas à moi? Deuxièmement, si on me dit que c'est à moi, est-ce que j'ai le droit de la manger, oui ou non? Qui vient le morceau de viande vient d'un robe. Bravo, bravo, bravo. Voilà, très très bien. Alors très bien, on va voir, très bien. Alors, Atal et Kamédé Abaye. Voilà donc, ils sont partis chez Abaye. Parce qu'on rappelez-vous, la deuxième histoire, c'était Rava. La première histoire, c'était Rav Yehuda avec Shmuel. La deuxième histoire, c'était Rava avec Rav Nachman. Maintenant, c'est Abaye. Donc on les a tous vus ce soir. On les a tous les rabbanim. On va faire la Iloula là bientôt. On va faire la Iloula. On a tout le monde là. Ici Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir. On les a tous ici. Abaye, Rava, Nachman, Shmuel. On les a tous. Rav Yehuda. Alors il lui a dit à Bar Marior, on lui a dit écoute Rav, voilà j'ai en haut de mon arbre, en haut de mon palmier là-bas j'ai un morceau de viande. Je le mange? Non. Est-ce que j'ai le droit de le prendre? À Marley, il lui a répondu Zil, va. Shkol le nafsher. Va prendre la viande pour toi. C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Pourquoi c'est à toi? Comme. Ben oui, parce que n'oublions pas que lorsqu'il y a un vautour qui vous chipe quelque chose, pour aller courir derrière un vautour, il faut vraiment ou bien avoir je sais pas, M16 ou comment on appelle ça? Un mirage, il faut un mirage. Il faut un mirage pour courir derrière un vautour. Un drone. Comme le cas. Un drone. C'est comme le cas qu'on avait vu pour la rivière en crue. Voilà, bravo. On va voir tout de suite. Il a dit prends-le parce que voilà, il a fait youch, quelqu'un, il voit un vautour qui tombe dessus, ben il dit bon alors capara, il fait Kaddish, il dit Kaddish pour la viande, Kaddish pour tout, rien heureusement qu'il m'a tombé dessus quoi. D'accord? La Gemara demande, mais attendez, mais là-bas, c'était un marché où on mangeait de la viande cachère. Va Rouba des Israéliens. Là-bas, c'était que des juifs, là. C'était que des juifs qui vendaient ça. Donc, normalement, la viande appartenait à un juif. Donc, comment tu as le droit de la prendre? Il faut écrire, voilà, j'ai trouvé un morceau de viande en haut de mon palmier. Je vais dire, oula, c'est une religion, qu'est-ce que tu fais en haut de ton palmier, un morceau de viande? J'ai rien compris. La dit, Shmat mina, alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar, afilou berov Israël. Est-ce que de là, on peut prouver que la fameuse alacha, est-ce qu'on va, le fameux problème qui était il y a 2 semaines, qui finit cette semaine, la 3e semaine, est-ce que l'alacha, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar, même dans un cas où il y a la majorité des juifs? La dit, non, Shani Dayo. Le vautour, c'est un cas différent. Parce qu'un vautour, tout le monde a fait youch. Un vautour, c'est comme le cas où quelqu'un il y a la montée, il y a la marée haute, et tout ce qu'il y a sur le bord de la rivière, de la mer, ben tout passe dans l'océan. Donc tout le monde a fait youch. Donc il y a pas ici, il y a pas de maroquette entre Rabbi Shimon ben Elazar et Chachamim et quel le din. Parce que ici, lorsque quelqu'un il voit un vautour qui lui tombe dessus, ça y est, c'est kapara, c'est youch automatique. D'accord? On a bien compris. Donc on est sorti de la problématique avec Rabbi Shimon ben Elazar et Chachamim. Là, on est dans un cas d'école que lorsqu'il y a la marée haute sur de la mer, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est sur le bord de la mer, sur les rivages, hop, tout tombe dans la mer, comme on voit dans la photo. Et tout ça, c'est Efker, c'est Yiouch. Même s'il crie, dit non, je le veux, mais oui, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer un sous-marin pour ramasser ta petite truc là? Ok. La Gemara a dit, mais je comprends pas. Ok. Donc c'était de la viande cachère. Donc j'ai le droit de manger de la viande. J'ai le droit de la manger. Mais la Gemara a dit, ok, mais il y a une nouvelle halakha. Il y a une autre halakha. C'est vrai que c'est de la viande cachère. Mais pour manger de la viande cachère, il faut qu'il y ait de la traçabilité. Il faut que je sache, depuis le moment où on a abattu cette bête-là, on l'a abattue avec la shrita, jusqu'au moment où elle est dans mon assiette, j'ai une traçabilité. Jamais elle a disparu de sous le regard d'un juif. Elle doit être toujours sous le regard d'un juif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait la shrita, lorsqu'on fait l'abattage rituel de la shrita, qu'est-ce qu'on fait? On met des tampons. Comme ça, c'est un siman que c'est bien la viande qui a été abattue.
Et regardez bien, on ne vend, chaque fois qu'on vend, dans chaque sachet, dans chaque endroit, il y a toujours il y a toujours un tampon. Parce qu'il faut toujours avoir la traçabilité. Si il y a eu un moment, un instant, où on a détourné notre regard de cette viande-là, ça ne devient pas cachère. Elle ne devient pas cachère. Même si c'est cachère, c'est pas cachère. Parce que la Torah dit, tu veux manger de la viande? Tu dois savoir, voilà, à 8 heures du matin, elle était là. À 15 heures, elle est là-bas. Et à 20 heures, elle est dans ton assiette. Il faut que tu saches exactement comment elle a transité. Comment on fait? Il y a un tampon, il y a un tampon, il y a un tampon, il y a un tampon. Dans ton assiette, il y a un tampon. C'est-à-dire qu'un tampon, tu l'as acheté chez le boucher, il y avait un tampon, donc tu l'as amené chez toi à la maison et tu l'as gardé. Donc si vous laissez, exemple, vous achetez au marché, vous achetez chez un boucher de la viande. D'accord? Et vous vous garez un peu loin de votre appartement. Vous prenez votre sac, vous le posez devant la voiture et vous allez vous monter chercher quelque chose dans votre appartement et vous redescendez et le sac il est encore là, hein. Il est plus cachère. Parce que il faut toujours garder, il faut toujours qu'il soit ce qu'on appelle bassar de la viande, chez Nit'alem Minaïn. Il faut toujours qu'il y a une traçabilité. On a toujours une mainmise sur cette viande-là. On ne peut pas laisser un morceau de viande qui n'a plus de tampon, parce que jusqu'au moment où elle était chez le boucher, il y avait toujours des tampons. Mais quand vous achetez 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, eh ben, il n'y a plus de tampon. Donc c'est vous le responsable. C'est vous le responsable. Et donc, puisque vous avez la responsabilité, vous ne pouvez pas laisser un morceau de viande comme ça dans la rue. Même bien que vous allez dire, mais qui c'est qui l'a pris? Ben, il n'y a personne qui l'a pris. Non, c'est pas grave. Même s'il y a Rov Israël. Hein? Rov Israël. Même s'il y a Rov Israël. D'après le Shulchan Aruch, d'après Maran Bet Yosef, même Rov Israël. D'après les Sfaradim, même Rov Israël. D'après les Ashkenazim, c'est plus cool. D'après les Ashkenazim, c'est seulement Rov Goyim. Mais Comment on peut faire à la maison? Par exemple, une femme de ménage, je laisse de la viande au frigidaire, par exemple. Elle est seule à la maison. ah, très bonne question. Comment on fait? On peut sceller ou faut... Non. Comment on fait? Ça, c'est un problème et pour la viande et pour le vin. Si vous avez une bouteille de vin qui est déjà ouverte, alors comment il faut faire dans cette chose-là? Il faut d'abord dire à madame qu'elle n'a pas le droit de toucher le vin, ni voilà. Et après, il ne faut pas lui dire que vous partez. Parce qu'elle, une femme de ménage, elle a peur qu'à chaque instant, il y a la maîtresse de maison, il y a le fils, il y a la fille, il y a monsieur, il y a madame, il y a quelqu'un qui peut rentrer. Donc le fait qu'elle a peur à chaque instant qu'elle puisse être en flagrant délit, elle peut être comme ça attrapée en flagrant délit, qu'elle est en train de toucher des choses qu'il n'a pas le droit de toucher, c'est permis. Donc en général, ça ne pose pas un problème dans un appartement parce qu'elle a peur, elle va pas commencer à trafiquer toutes les choses. Mais quand vous laissez les choses dans la rue, ça pose un problème. Donc la Gemara demande... Excusez-moi, on peut lui demander de couper le poulet en morceaux. Aucun problème. Quand vous êtes là, vous pouvez leur demander ce que vous voulez. Ah oui, si je suis là. Et là, c'est pas besoin d'être là. Si vous êtes dans l'appartement, c'est bon. Le problème, c'est si vous partez. Et en général, dans une femme de ménage, il n'y a pas de problème parce qu'elle ne sait pas quand est-ce que vous allez revenir. En général, c'est toujours une bonne chose de faire pour la lacha. Ne jamais lui dire, voilà, je pars pour 5 heures. Je reviens à 4 heures après-midi. Mais quand on travaille, c'est que bien, on ne revient pas avant le soir. Oui, mais tu peux débarquer n'importe où. Tu dis pas. Tu peux pas dire, voilà, écoutez, je pars, je reviens à midi. Parce que si tu dis tu pars à midi, elle dit, voilà, jusqu'à midi, je suis tranquille. Tu dis, voilà, je pars. Bon, je sais pas à quelle heure je rentre. Je sais pas à quelle heure je rentre. Je sais pas à quelle heure je rentre. Entre le moment où la viande est abattue et le moment où elle arrive chez le boucher, il y a un moment où le chauffeur, il n'est pas forcément juif. Ah oui, bravo, c'est vrai. C'est pour ça qu'on fait 2 simanim. C'est pour ça qu'on fait 2 tampons, pas 1, 2. Parce que lorsqu'on transite de la viande, on fait la chose suivante. Premièrement, c'est des avants, des trucs comme ça. Et regardez bien, il y a toujours 2 tampons. Parce que un siman, et qu'est-ce qu'on fait? Tous les morceaux qui peuvent être découpés, on fait 2 tampons, par exemple à l'épaule, 2 tampons dans la poitrine, 2 tampons ici, de manière à ce que chaque morceau il soit scellé. 2 tampons ici, 2 tampons ici, 2 tampons ici. On ne met pas des tampons n'importe où, dans les endroits où après ils vont être découpés. Même si on la découpe, il y aura toujours 2 tampons, vous voyez? Comment ça marche? Donc la Gemara elle dit, mais alors d'accord, ok, c'est cachère.
Mais le vautour, là, lorsqu'il a pris ce morceau de viande là, il est parti. Et on l'a plus vu. On l'a plus vu. Alors, on va savoir qu'est-ce qu'il a fait. Non, c'est vrai, il a rien fait. Mais quand même, c'est pas cachère. Réponse d'Agmara, Be'omed veroeu. On parle d'un cas où le bar Marior, il a dit, hop, comme vous avez vu le dessin, regardez le dessin. Vous voyez le dessin? Vous voyez, il est là, il a pris, et il est parti. Vous avez le truc blanc là, le vautour qui monte, et la flèche noire, le vautour qui dépose là sur les palmiers. Et il y avait le monsieur bar Marior, il a vu tout ça. Il a vu le décollage, il a vu l'atterrissage. Donc il avait dans les cachets, il a dit hop, elle est arrivée là-bas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a pu savoir qu'il y a en haut de ce palmier, il y a un morceau de viande. Parce que je ne sais pas comment il a fait pour monter en haut du palmier, pour savoir ce qui se passe en haut du palmier. D'accord? Allez. Et dans le cas où il a vu, lui, s'il sait que la viande elle est cachère, qu'elle appartient à un juif, il y a une mitzvah d'aller lui rendre ou pas finalement? De dire je fais au-delà des choses et je vais lui rendre. Je sais que c'est un juif. Non, ça y a pas. Parce que que là, c'est comme quelqu'un qui a perdu des choses au fond de la mer. Ça, c'est sûr, c'est Yush. Il n'y a pas de définition de Shotadin. Shotadin, seulement il y avait le Rov de Goyim et Meout Israël. Même s'il a vu jusqu'à où elle allait. Ouais. Hein? Ouais. Quand même Yush. Ah oui. Oui, parce que tu sais pas, bien qu'il est arrivé là-bas, après 2 secondes après, il part. Donc toi, quand tu vois un vautour qui part, tu sais pas où il va atterrir. Peut-être qu'il atterrit là-bas, il va pas le poser. Il va le prendre, il va l'emmener encore plus loin. Peut-être qu'il s'est rien que posé quelques instants pour après redémarrer. Et là, alors donc la personne qui a perdu le morceau de viande, il s'est dit, bah, ça y est, je vais avec un vautour, je me regarde avec un vautour quand même. Et donc il a été mitiesh. Allez, quatrième histoire. Rabbi Hanina, à nouveau. Rabbi Hanina, Ben Akasha Omer, allez Kadish, on termine. Rabbi Hanina, c'est pas Ben Akasha, celui-là c'est Rabbi Hanina, un autre. C'est pas Rabbi Hanina Ben Akasha, c'est un autre. Matzah, Gedi, Shahoud, Ben Tvaria, les Tzipuri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre Rabbi Hanina, on voit dans la petite photo, il marchait, il y avait en bas Tveria. Donc, vous voyez la Tveria en bas dans la photo, on voit pas tellement bien, c'est le lac là-bas. Et Tzipuri, c'était en haut de la colline. Et il y avait Rabbi Hanania qui traversait de Tzipuri à Tveria. Ça existe aujourd'hui encore. Vous pouvez aller visiter la ville de Tzipuri. C'est la ville où enterrait Rabbi Yehuda Nassi. Ça vaut la peine d'aller. Hein. Je vous dis, si vous êtes là-bas, allez-y. Hein. C'est un endroit, c'est vraiment émouvant d'aller là-bas. C'est un petit village, c'est un petit moshav. Et il y a là-bas, il y a une tombe comme ça, un tsioun. Et il y a il y a le kever de Rabbi Yehuda Nassi. Vous rentrez là-bas, vous tremblez. Hein. Ah là, wow, c'est impressionnant d'aller là-bas. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il était transité entre ces 2 villes-là. Et au milieu du chemin, il y avait des Juifs, évidemment. Là, on n'est plus en Babylonie, là. Hein. On n'est plus en Babylonie. On est retourné en Israël. Il n'y a que des Juifs, là. C'est Mamash Meacharim, là, les ultra-orthodoxes. Pas les orthodoxes, les ultra-orthodoxes. Les ultras, ils ne sont pas tellement religieux. C'est les méga-orthodoxes aujourd'hui. Ultra, ça y est, c'est déjà plus. Ils sont un petit peu. Pas... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé là-bas un petit agneau qui a égorgé, c'est-à-dire qu'il y avait la shrita, posé par terre, comme vous le voyez dans le dessin. Il était posé là-bas. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Sûrement, ça doit être un juif, parce qu'il n'y a que des juifs, qui a dû faire la shrita. Il avait sa charrette. Il y a un agneau qui est tombé par terre. Alors il a ramassé. J'ai dit, est-ce que j'ai le droit de le manger ou je n'ai pas le droit de le manger? 2 questions. Premièrement, est-ce que je dois le rendre ou pas le rendre? Et si je dois le garder, est-ce qu'il est cachère? Parce que c'est aussi de la viande qui a un instant. C'est vrai que c'est de la viande cachère, parce qu'il n'y a que des juifs. Mais on a dit que même s'il n'y a que des juifs, si tu as retiré ton regard de ce morceau de viande, ça ne devient pas cachère. Donc il se dit, qu'est-ce que je fais? Je le mange? Bon, alors je peux le droit de manger, peut-être je le vends à un goy, peut-être c'est permis. Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au Beth Midrash, ve'itiru lo. Ils lui ont dit, c'est moutard. Ça veut dire quoi? Tout est moutard.
tu prends et tu le manges. Tu prends et tu le manges. Pourquoi? À Maravami, il a dit, voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Ils lui ont dit au Beth Midrash qu'on a le droit de manger ce morceau de viande. Parce qu'à priori, il y avait deux problèmes. Premièrement, peut-être, ça ne t'appartient pas, parce que ça appartient à un juif. C'est un autre juif, et donc tu n'as pas le droit de le prendre. Deuxièmement, même si ça t'appartient, il a fait youch, mais tu n'as pas le droit de manger, c'est de la viande qui est pas cachère, puisque tu n'as pas eu le regard dessus. Donc comment tu peux manger ça? Et pourtant, ils lui ont dit, mon cher ami, tu as le droit de le manger, tu te fais un michui de folie. Parce qu'il y a un robe de juif, c'est ça? Voilà, bravo. Alors, la Gemara dit, pourquoi? Amaravami, itirulo mishumetia. Premier problème, est-ce qu'il a le droit de le prendre ou il n'a pas le droit de le prendre? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Europe des Juifs. Et puisqu'il y a l'Europe des Juifs, donc c'est sûr que c'est un juif qui l'a perdu. Et donc il n'y a pas de siman, il n'y a pas de siman. Parce que comment vous allez trouver un siman sur un animal? Bah, l'égorgement, c'est quand même un siman. Non, parce que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. C'est dans une fête juif, tout le monde fait ça. S'il avait un tampon, il n'y a pas de tampon. Non, il n'y a pas de tampon à l'époque, il n'y avait pas de tampon, donc il n'y avait pas de siman. Donc ils lui ont dit, tu as le droit de le prendre pour toi. Parce qu'il y a un endroit qui n'a pas de siman. Ah, est-ce que tu as le droit maintenant de le manger? Ok, donc c'est bon, il n'y a pas de siman. Tu peux le prendre. Il n'y a pas de siman. Mais est-ce que tu as le droit de le manger? C'est pas de la viande cachère parce que tu es trop dans le chemin. Alors il a répondu, oui, Mishum Shrita, pourquoi? Que Rabbi Hanania Beno Shel Rabbi Yossi Agalili. Parce que, regardez comment c'est beau, c'était Monsieur Hanania qui a trouvé, et on lui dit, tu sais, tu as le droit de le manger comme Rabbi Hanania. Mais toi, tu n'es pas le Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yossi Agalili. Tu n'es pas non plus Rabbi Hanania Ben Akashia. Tu es un troisième Rabbi Hanania. Donc Rabbi Hanania, toi il était Rabbi lui aussi, il était Rabbi Hanania. Mais il ne savait pas qu'elle était là. Il partait du monde de Beth Midrash. On lui a dit, tu sais quoi, tu as le droit de le manger. Pourquoi? Parce que tu dois suivre Rabbi Hanania. Il dit, mais c'est moi Rabbi Hanania. Non, pas toi, notre Rabbi Hanania. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanania à Galilée? Regardez bien ce qu'il a dit. Parce que Rabbi Hanania, il y a une grande discussion halachique des grands Tanaïm, des grands maîtres de la Mishnah. Netanya, Aré, chez Abdoulo, Gedayav, Tarnegolav, quelqu'un qui a perdu des chevreaux ou des poulets, ou Matzan, Shrutim, c'est exactement le cas qu'on a parlé. Et il les a trouvés égorgés en machloket. Rabbi Yehuda, au cerf. Rabbi Yehuda, il dit que c'est assour parce qu'il dit Bassar, chez Nit'alem, Minaïn, c'est assour. Mais c'est pas l'avis de tous. La lacha, c'est comme Rabbi Yehuda. Mais c'est pas l'avis de tout le monde. Mais il y a Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yossi à Galilée, lui il pense qu'on a le droit de le manger. Pourquoi? Parce qu'il se dit, attendez, mais c'est de la viande cachère. Il n'y a que des juifs. C'est pas tombé du ciel. C'est pas tombé du ciel cette viande-là. D'où elle vient? C'est sûr d'un juif. Parce qu'on est en Israël. On est à Tiberia. Il y a ici la bite Rabbi, ici la bite, il n'y a que des juifs. Donc c'est sûr que c'est de la viande juive. C'est pas de la viande c'est pas halal. C'est pas de la viande halal. Alors, comment c'est qu'on parle de Mishum Shrita et pas de Mishum Metzia? Ah non, au contraire, il lui a dit, Ravami dit, ils lui ont permis deux choses. Ils lui ont permis Mishum Metzia et ils lui ont permis Mishum Shrita. Non, mais la vie, le dernier, la marloquette de. Oui, parce que, attends, je répète, il y avait une fois Rabbi Hanania qui a trouvé un agneau et on lui a dit que c'est permis. La Gemara a dit que c'est permis quoi? Les deux. Premièrement, permis parce qu'il n'y a pas de siman. Deuxièmement, permis comme Rabbi Yossi Agalili. Pourquoi? Parce que d'après l'Alacha, Rabbi Yehuda, ça doit être assour. Donc c'est sûr que eux qui lui ont permis, à l'époque, eux qui lui ont permis même de le manger. Alors, si on voit juste cet énoncé-là, comment on sait si ça parle de Metzia ou de. Ah, ça? Shrita? Oui. Ça? Non, parce que ça c'est écrit dans la Masechet Roulin, ça. Donc ça, c'est un énoncé, c'est une Mishnah, c'est une Braïta dans Masechet Roulin, donc on parle à rien de cachère ou pas cachère. Allez. On considère que la Shrita, elle se fait correctement. Alors. Ah oui. Parce que des juifs, comme c'est l'Europe des juifs, c'est que des juifs qui font. Donc les gens, à l'époque, non mais à l'époque c'est tous. Ouais, mais à l'époque, Rov, Metsouyim et Sel Shrita, ils sont des gens qui sont capables. À l'époque, c'était des gens qui faisaient il n'y avait que les mitzvot, il n'y avait pas des gens qui faisaient des avérotes. Maintenant,
Rabbi, voilà Rabbi. N'oublions pas parce que Rabbi il habite à Tzipouri là-bas, je vous le dis. Hein. Lui il dit, il y a une maroquette. Il y en a qui disent, Rabbi Ouda dit, on n'a pas le droit de manger cette viande. Et Rabbi Hanania il dit, on a le droit de manger cette viande. Viens Rabbi dit, moi je veux me mettre au milieu. Je vais nuancer les cas. Vous dites d'une manière sans équivoque. Kasher, taref. Kasher, moi je suis pas tellement catégorique comme vous. Moi je regarde la situation. Je dis, regardons d'abord où il a trouvé. Où on a trouvé cette morceau de viande là. Il dit comme ça. Amar Rabbi, nirim divri Rabbi Yehuda, beshematzan be'ashpa. Si on voit un morceau de viande à côté d'une décharge, pourquoi il y a là-bas la viande? Pourquoi il a mis à côté d'une poubelle? Ah, parce que c'était pas cachère. Peut-être la shrita était mal faite, soit on a trouvé qu'elle était taref, on a trouvé un problème. Donc pour ça qu'on l'a posé, on l'a déposé dans la rue à côté d'une poubelle. Donc tu regardes d'après la situation géographique de où tu as trouvé, tu pourras savoir, tu auras des indices pour savoir est-ce que cette viande elle est cachère ou pas cachère. Si elle est à côté d'une poubelle, tu touches pas. Par contre, mais si tu le trouves devant chez toi à la maison, dans une rue, etc., pourquoi il est pour ça? Ah, c'est sûrement quelqu'un qui les a oubliés là-bas, quelqu'un qui les a fait tomber. Pourquoi? Parce que si c'est quelque chose qui n'est pas caché, les gens ils la jettent. Voilà donc. Donc si c'est devant la maison. Hein? Si c'est devant la maison. Alors donc, tu as le droit de la prendre et de manger. Et de manger. D'après Rabbi Hanina. Hein? Si c'est pas chez Aleknaïn. Hein? Même si c'est dans pourquoi? Parce que soit deux explications. D'après les Sfaradim, parce que c'était pas, comme j'ai expliqué ce matin, entre le Mechaber et le Rama. D'après les Sfaradim, ici, on n'était pas encore fait la Xéra de Bassar Shita Minaïn. Ou bien parce que ici c'est Rov, d'après les Ashkenazim, parce que ça parle de Rov Israël. Parce qu'on a dit que c'est Asso Bassar Shita Minaïn, c'est Rov Goïm. Allez, encore une petite histoire. Ah non, on termine d'abord la première histoire. Mi de itirulo mishum shrita. Donc si on parle ici que on lui a dit qu'on a le droit de le manger, Rouba Israélinu, on parlait dans Israël où il y avait que des juifs là-bas. Shmat mina alacha Rabbi Shimon ben Azar, Israël. Donc on retourne encore une fois. Donc on voit que lorsque la majorité sont des juifs, on a le droit de le prendre. Répond la Gemara, à Marava, c'est pas une preuve. On peut dire ici que Rov Nochim, qu'en vérité, on était dans une époque en Israël, il y avait aussi des goïms. Et même il y avait plus de goïms que de juifs. Mais les gens, les shochatim, ceux qui faisaient la shrita, c'était que des juifs. Donc même pour des Palestiniens, c'est qui faisait la shrita? C'est des juifs. Ils n'avaient pas eux-mêmes leur système de faire. Ils n'avaient pas encore fait le truc halal. Bon, c'était mieux avant. Allez, encore une petite histoire et on termine. Amar Ravami, maintenant encore une cinquième histoire. Ravami un jour, Ashkar par griot shrutot. Lui aussi, il a trouvé des pigeons égorgés. Ah ben je sais pas pourquoi. Et aussi, ben de réal et Tzipouri. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cet endroit, on trouve tout là-bas. Moi je vous conseille, si vous voulez gagner un peu d'argent, allez là-bas. On va là-bas, on trouve tout en plus dans la rue. Alors, Atal Kamed, il est parti devant Ravasi, Vamré devant Rabbi Yochanan, Vamré Bébé Midrasha, il y en a d'autres qui sont allés chez les sages carrément. Et ils lui ont dit alors, qu'est-ce que je fais? Zil, Shkol et Nafshar. Va, prends-les. Prends pour toi. Voilà, c'est terminé. Tu as le droit de prendre pour toi. Pourquoi? Parce que la halacha, comme on a dit, comme c'est Rov Israël, donc il n'y a pas de problème à avoir, ni pour Metsia, ni pour la cacheroute. Donc tout est réglé. Et la sixième et dernière histoire, la voici. Rav Yitzhak Nafra. Le dernier, c'est notre maître Rabbi Yitzhak Nafra, qui est très connu. Vous savez où est enterré le Rav Yitzhak Nafra? Est-ce que vous savez où est enterré le Rav Yitzhak Nafra? En Israël. Vous avez passé devant lui pendant au moins une fois dans votre vie. Non, Jérusalem, il n'y a pas des gens qui sont enterrés à Jérusalem. Rien que dans les faubourgs, on n'a pas le droit d'enterrer des gens en Israël, à Jérusalem. Rien que à Armenouchot, à Arzetim. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous étiez une fois? Vous étiez une fois dans le Kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous n'êtes jamais été? À Méron, vous n'étiez jamais?
Hein? Il y a son fils et lui. Oui, mais vous connaissez que deux. Mais vous savez combien il y en a là-bas? Eh ben voilà, il y a Rabbi Yitzhak Nafra. Ils sont où? Ils sont devant la porte. Comment ça devrait Lorsque vous... Les gens, ils ne savent pas, mais quand vous rentrez, vous avez le truc là, où il y a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai et tout ça, l'entrée, à votre droite, là-bas est enterré Rabbi Yitzhak Nafra. Il y a un Tana qui est... C'est indiqué. Si, c'est indiqué. Mais personne, tout le monde va Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde va là-bas. Par exemple, si vous êtes allé, par exemple, où est enterré Beth Hillel et Beth Shammai, où ils sont enterrés? Non, pas de Tzfat. Vous savez où ils sont enterrés? À côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est des époques différentes. Comment? Oui, mais ils ont même- Beth Hillel, c'était le maître du maître du maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était Beth Hillel, c'est comme on va dire, c'est 5 générations avant, 4 générations avant. Il est enterré juste à côté. Tout le monde va à Rabbi Shimon Bar Yochai, et le maître du maître du maître, c'est-à-dire son maître à lui, personne ne va chez lui. Il est à 300 mètres de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai qui a pu le désir d'être enterré près de son maître. Oui, sûrement, parce que cet endroit-là, s'il y avait, il y avait Beth Hillel, en plus c'est intéressant parce qu'il y a Beth Hillel à côté, Beth Shammai à côté, ils sont à côté. Beth Shammai et Beth Hillel. C'est bien qu'ils ont discuté toute leur vie ensemble, mais ils s'adoraient, hein. Ils s'adoraient. Parce que chez nous, dans la Torah, hein, chez nous les Juifs, on se dispute mais on s'aime. Frappez-vous, tuez-vous, mais ne nous faites pas mal. C'est ça. Alors, dernière histoire, Rabbi Yitzhak Nafra, Ashkar Kibura de Azle Be Azlouye. Ça veut dire, il a trouvé des rouleaux, comme on voyait dans le dessin, une rouleau de cordes qu'on utilisait pour faire des filets, pour aller à la chasse ou bien à la pêche. Alors, Atak Aved Rabbi Yochanan, Vamar le Bevin Racha, Molé Zo Zil Shkol Nafsha. Parce que la vérité, pour celui qui a trouvé une pelote de laine ou bien un rouleau de cordes, il n'y a pas de siman, donc tu peux le prendre sans aucun problème. Chazak Obaor, voilà comment on termine aujourd'hui soir. On fait un petit sioum quand on fait des Mishnah. Ah ouais, vraiment il fait un petit sioum. Allez, Bezrat Hashem, qui c'est qui amène la boucha là pour la semaine prochaine? Ça marchait? Hein? Il n'y a pas eu d'arrêt? Il a très bien marché. Ah, super. Il y a eu une histoire comme ça où il y avait un Rav qui est parti, qui voyageait de Paris, je ne voulais pas le raconter parce que je ne voulais pas vous couper. Il a fait Paris-Israël et sur le trajet, bon, il a reçu son repas. Ah oui, c'est moi qui l'ai raconté cette histoire. Ah bon? Ouais. Bah, c'est mon père qui me l'a raconté. Parce que je l'ai raconté au moins 2 ou 3 fois ici. Ici dans ce cours-là? Dans plusieurs cours. Un samedi soir? Ouais, samedi soir, ouais. Bah, c'est mon père peut-être déjà. Ah ouais, c'est ça. Un samedi soir, je l'ai raconté. Ouais. Ah ouais? Ah, c'est ça alors. C'est ça